Anyway, on va passer à la partie qui fâche un peu au niveau du Real de Madrid, c'est l'attaque. Je vous vois venir, hein, je vois venir. Je veux tous descendre sur Mbappé, etc. Doucement, on va aller pas à pas. On va prendre le cas de Mastantuono, j'espère que je le dis bien. 5 sur 10, parce que c'est un jeune qui a de la volonté, mais qui est inexpérimenté pour le Real, il faut le dire. Il y a trop de déchets dans ses actions, il représente l'avenir, mais a besoin, je dirais, d'un peu plus de rodage. Il ne peut pas être un titulaire, je suis désolé. Je suis même d'avis qu'on le prête un peu pour qu'il aille faire ses dents de l'autre côté, comme avec Hendrick, etc. Mais il peut pas être titulaire, c'est pas possible. Non, voilà, 5 sur 10. Brahim, je lui mets aussi 5 sur 10 parce qu'il est bon, mais pas assez pour être titulaire non plus, alors qu'il a quand même des capacités. Et ça m'énerve, je peux pas lui mettre plus que Mastantuono, donc 5 sur 10. Rodrigo, petit prince, je l'appelle. Je l'adore, lui. C'est le meilleur allié du Real de Madrid. Hein. Il est très fort, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas titulaire cette saison. Et c'est dommage. En tant qu'ailier droit, il nous donne de la fraîcheur et de l'efficacité. Au début de la saison, on a eu des rumeurs stipulant qu'il exigeait jouer à gauche. Sincèrement, je lui donne l'aile gauche sans hésiter. Ouais, vous me direz, il y a Vinicius, mais bon, je suis désolé. Hein. Si tu vas sur un certain niveau d'efficacité, actuellement, choisis entre Vini et Rodrigo, je choisis Rodrigo sans hésiter. Pourquoi ? Parce qu'il joue simple et efficace. Par contre, si il refuse de jouer à droite et qu'il veut jouer qu'à gauche, c'est normal qu'il soit pas titulaire en fait. Au final, il veut jouer qu'à gauche. Mais on l'a vu jouer à droite et on l'a vu exploser à droite. Donc pour moi, c'est un 6 sur 10 parce qu'il est très bon et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. Arbeloa, je sais pas c'est quoi son délire. Xabi, je sais pas c'était quoi son délire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas par rapport à Rodrigo. Et si vous me dites que c'est la faute d'Mbappé, foncez dans le mur. Vous racontez n'importe quoi. Vinicius Junior, 4 sur 10. Oui. C'est lui l'enfant du club. C'est vrai, on le dit souvent, mais trop c'est trop. Il passe sa vie à se plaindre, au point où il a fini même par se plaindre de son entraîneur. Attention, je ne dis pas que quand il se plaint des malversations qu'il y a sur lui lors des matchs, il a forcément tort. Non, du tout. Nous vivons juste dans une société de malades mentaux, hein, de racistes et de débiles, qui légitime le fait qu'on se fout de la gueule du petit. Sinon, ce que Vinicius subit doit être sanctionné sévèrement. Mais lui aussi, il est énervant. Lui aussi, il doit être sanctionné. Parce qu'il se plaint pour se plaindre. Il n'est pas dans l'action. Il est ni dans l'action ni dans l'efficacité en vérité. Il est dans le bavardage et ça commence sérieusement à m'épuiser. 4 sur 10, c'est ce qu'il mérite. Car en attaque, il n'est pas efficace. En défense, il n'apporte rien. Il a le talent, mais il est inefficace. C'est pitoyable. Je suis désolé, c'est pitoyable. Donc, dites ce que vous voulez, hein. C'est Mbappé, blablabla. Les déchets que Vinicius produit sur le terrain, 4 fois sur 5, c'est Vinicius seul qui va s'enfermer avec des défenseurs qui arrivent à le lire aujourd'hui. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Voilà. En attaque, on a Gonzalo Garcia. Bon remplaçant, 9 de formation, je pense qu'on peut bien l'utiliser pour faire tourner. Ok ? Ensuite, on arrive avec le gars qui fâche. Et je m'en fous de ce que vous allez penser, de ce que je vais dire. C'est mon avis, comme je dis. Mbappé, je lui donne 7 sur 10. Kiki de Bondy. Déjà, je vais être clair avec tout le monde. Ceux qui disent que c'est Mbappé le problème du Real ne sont pas, selon moi, intelligents. Voilà. N'en déplaise à certains, Mbappé est l'arbre qui cache la forêt avec Courtois. Voilà. La note de Mbappé, c'est du 7 sur 10. Est-ce que Mbappé presse ? Non. Est-ce que Mbappé revient défendre ? Très peu. Est-ce que Mbappé fait l'effort collectif ? Très peu. Voilà pourquoi je lui donne 7. Parce que Mbappé ne nous aide pas suffisamment sur le pressing. Aujourd'hui, il a un poste de 9 et je vais vous dire que pour moi, en global, sur le poste de 9, il s'en sort pas trop mal. Mais son affaire de ne pas défendre, de ne pas presser, c'est un peu chiant. Je vais vous expliquer. Le 9 au football, c'est quoi ? C'est le point de fixation, d'accord ? Et de finalisation principale de l'équipe. Hein. Sa mission première, c'est marquer. Voilà. Sa mission première, elle est vraiment dans l'intention de l'exécution. Marquer des buts et créer des conditions pour marquer des buts. Mbappé est dans la finalisation, voilà, qui est la responsabilité non négociable d'un 9. Mais le 9, c'est pas que ça. Le 9, ça doit se positionner entre les centraux et dans les angles morts. Le 9, ça doit savoir attaquer les zones clés. Premier poteau, second poteau, point de pénalty, vous voyez ? Le 9, ça sait surtout à anticiper les trajectoires des centres et des passes. Sans ballon, le placement du 9 se veut de créer le danger. Et sur ça, Mbappé, il pêche beaucoup. Il a des appels de balles en profondeur, incroyables, hein, il faut le dire. Je trouve même que le milieu ne sait pas jouer efficacement avec la vitesse de Mbappé. C'est bien dommage.
Mais ces appels de balles, plusieurs fois, moi j'ai regardé le match du Real, j'ai vu des appels, si les joueurs avaient levé la tête, Mbappé aurait fait mouche. Vous voyez? Et donc, pour moi, sans le ballon, le placement du 9 doit créer le danger, comme j'ai dit, et Mbappé, il pêche là-dessus. Et le 9 a aussi un rôle qui est parfois sous-estimé, mais ce qui est central, c'est d'attirer les défenseurs pour libérer les espaces pour les ailiers ou le 10. Donc, désorganiser la défense. Sauf qu'on a notre gars là, lui il veut marquer. Donc, vos affaires de désorganiser la défense là, c'est pas à son niveau. Ce n'est pas à son niveau. Lui, il veut marquer. Voilà. Donc, votre affaire de jouer dos au but, il n'est pas dans ça. Lui, il veut aller marquer. Donc, sur ça, il pêche. Un bon 9 est censé améliorer la production offensive collective, sans même marquer. On voit bien que quand Mbappé ne marque pas, c'est chaud. Donc, Mbappé, par contre, c'est des contres, des blocs hauts moyens. Il est dévastateur quand c'est comme ça. Quand on est face à des blocs hauts moyens, il est dévastateur. En transition rapide, c'est un tueur. Dans une équipe qui joue très vite, il va aller très vite. Par contre, dans les blocs bas, il disparaît par séquence, il faut le dire. C'est à l'image de l'équipe même entière. Il pense toujours comme un ailier, mais pas comme un renard de surface. Et il crée moins d'occasions pour les autres depuis l'axe. Donc, il y a des choses à améliorer. C'est sûr, mais c'est pas Mbappé le problème et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut faire, comme j'ai dit, la différence entre la corrélation et la causalité. Pourquoi Mbappé n'est pas le problème? La différence entre la corrélation et la causalité, pour ceux qui veulent pousser la réflexion, vont percuter vraiment ce qu'il en est. Une corrélation signifie qu'il y a association ou relation statistique en deux variables, d'accord? Donc, ce qui veut dire que elles tendent à changer ensemble ou à se produire ensemble, mais ça ne veut rien dire par rapport à la raison de la relation. Un exemple classique, la vente de glace et les attaques de requins. Les deux, là, augmentent en été. Ça corrèle, mais ça ne veut pas dire que le fait de manger des glaces provoque les attaques des requins. Voilà. La causalité, elle va signifier que le changement dans une variable va entraîner directement le changement dans l'autre. Donc, pour établir une causalité, il faut démontrer qu'une variable est une vraie cause. D'accord? Et souvent à travers des méthodes qui sont assez rigoureuses. Si A cause B, alors modifier A change aussi la mesure de B. Donc, si on applique ça au football, Mbappé est-il la cause du Real de Madrid? Si quelqu'un me dit, quand Mbappé joue, le Real gagne moins et il n'est pas performant, c'est une corrélation potentielle, observable dans les données par rapport aux saisons où on n'avait pas Mbappé, aux saisons où on a Mbappé. Mais cela ne prouve en rien que Mbappé est la cause effective du problème du club. Pourquoi ce raisonnement de dire que Mbappé est le problème du Real est une erreur de causalité? C'est parce que, 1, il y a de nombreux facteurs qui influencent les résultats d'un match. Tactique, blessure, choix de l'équipe, adversaire, contexte du match. Toutes ces variables-là peuvent impacter le résultat indépendamment de Mbappé. 2, on a une corrélation match Mbappé performance réelle qui n'est pas une preuve, voilà, qu'il cause des mauvais résultats parce que dans les matchs, lui, il fait son boulot. Donc, sans le contrôle rigoureux des autres variables, comme j'ai énuméré tout là-haut, là, il n'y a pas de causalité démontrée. Et ensuite, la causalité, elle va demander une preuve solide, pas juste une observation. Il faut isoler l'effet Mbappé à travers plusieurs paramètres et contextes, ce qui n'est pas trivial et ce qui ne vient pas juste par la lecture des résultats. Mais on a vu des matchs sans Mbappé, ce Real n'a pas foutu grand-chose. Donc, Mbappé n'est pas le problème du Real, mais oui, son arrivée a mis en lumière et amplifié certains déséquilibres déjà présents. Et la différence entre les deux est très capitale. Parce qu'on a un piège logique ici. Avant, on gagnait, après, on gagne moins. Ce raisonnement, on va dire qu'il se base sur une chronologie, mais pas sur une démonstration causale. Ok? A arrive, les résultats baissent. A est la cause. Ça, c'est totalement débile. Enfin, c'est logique, mais c'est débile. C'est humain. C'est logiquement insuffisant par contre. Au football, les performances vont dépendre, comme j'ai dit, du système. Pas d'un seul joueur, même pas d'une superstar. Et il faut le dire, ce qui a réellement changé au Real, indépendamment de Mbappé, c'est la fin d'un cycle. Déjà, parce qu'on a eu le départ et ou le déclin de joueurs structurants, parce que Kroos est parti, Modric il était vieillissant, Benzema était parti. On a eu moins de contrôle du tempo, moins de liens axial, le Real gagnait
avec un équilibre qui était très précis, très cohérent, mais pas juste avec le talent, sauf qu'on ne l'a plus. Donc, on a cette fin de cycle, on a aussi ce déséquilibre structurel de l'effectif, il faut le dire. Trop de profils portés vers la rupture, donc Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, voilà. Pas assez de profils dans le contrôle, la fixation, le jeu au but, pardon. On est passé d'un organisateur, un 9 organisateur dans Benzema à un 9 déclencheur Mbappé. Et pour moi, c'est vraiment un problème de complémentarité. On a aussi ce flou tactique au niveau du Real. Et ce flou n'est pas la faute du joueur, hein, mais de l'architecture collective, il faut le dire. Voilà. Donc, la responsabilité individuelle Mbappé, elle est réelle, mais elle est limitée. Soyons honnêtes, Mbappé n'est pas exemple de défaut. Hein. Ce qu'on peut lui reprocher objectivement, c'est le jeu dos but qui est limité, la fixation axiale qui est très moyenne, il n'y a pas d'impact dans le bloc bas, le leadership collectif, il est parfois intermittent, mais voilà. Aucun de ces points-là ne suffit à expliquer une baisse globale de la performance du Real de Madrid. Ce sont des tares de profil, pas de faute structurelle, enfin, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce que montrent les faits, de manière très objective, Mbappé continue de se créer des occasions de marquer et d'attirer la défense comme il peut, quand même sur ce point. Le Real continue de produire des occasions dominées territorialement sur certains matchs. Donc le problème est la conversion collective, la maîtrise, la stabilité et non la présence de ce joueur précis. Ok? Si Mbappé était le problème, son retrait réglerait les choses. On l'a vu, ça n'a rien donné. Donc il n'est ni la cause unique, ni la cause première. Donc si, malgré cette explication, vous persistez encore à dire que Mbappé est le bouc émissaire, ça c'est votre problème. C'est plus à mon niveau. Voilà. On est déjà à une demi-heure. C'est long, hein. Je suis désolé, mais voilà. Je me libère là sur beaucoup de choses. Sur la partie C, on va parler de la synthèse, les 3 maladies du Real de Madrid. Maintenant qu'on a passé en revue tout le monde, on va prendre un peu de recul et moi je vais vous dire mon diagnostic. Pour moi, le Real souffre de 3 maladies. La maladie des égos. Ces joueurs qui gagnent des millions, ce sont des stars mondiales mais se comportent comme des enfants capricieux. Voilà. La maladie défensive et du milieu. La défense et le milieu, cette saison, c'est du bricolage permanent. Voilà. Et quand vous bricolez en défense et au milieu, vous prenez des buts. C'est clair. Et ensuite, la maladie institutionnelle, qui est la racine du problème, c'est Pérez, qui protège ses joueurs coûte que coûte. On a vu, Xabi Alonso a essayé d'imposer une discipline tactique. Résultat, les stars se sont plaintes et la direction a soutenu les joueurs. Xabi a été viré, 24 heures. On nous dit démission, mais on le sait tous qu'il était viré. Après une défaite en Supercoupe, pas parce qu'il a été mauvais, mais parce que le vestiaire l'a lâché, il faut le dire. Et qui est-ce qu'on a mis à sa place? Arbeloa, on va dire le bon soldat, qui fera ce qu'on lui dit et qui ne remettra jamais en question les stars et qui dira, comme on le voit, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Vinicius n'a pas bien dormi, c'est de ma faute. Celui-là ne sait pas jouer au ballon, c'est de ma faute. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, que voulez-vous? Ces 3 maladies-là, si elles ne sont pas résolues, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. La finalité de cette autopsie, c'est de vous donner une solution tactique. D'accord? J'ai envie de dire, passons aux choses sérieuses. Donc, tous ceux qui n'ont pas écouté au début, c'est pas grave. Vous pouvez écouter à partir de maintenant. Voici ce que je ferais si j'étais entraîneur du Real de Madrid avec l'effectif actuel et les blessés actuels. Attention, j'ai pas de diplôme, hein. Moi, je suis pas un passionné de football, quelqu'un qui a joué au football au quartier avec des amis, qui regarde beaucoup le foot et qui essaie d'être le plus pragmatique possible. Le système que je mettrai en place, c'est un 4-2-3-1 avec la méritocratie. Vous allez rigoler parce qu'on sait que la méritocratie, c'est chaud. Mais la base, ça va être un 4-2-3-1 classique. Pas de révolution tactique en soi. Le Real a déjà joué comme ça pendant des années avec succès. Mais une différence qui est très fondamentale, c'est la méritocratie. Donc, au gardien, on a Courtois, aucun débat. Il est intouchable. Pas parce qu'il est une star, mais parce qu'il performe. Point à la ligne. Latéral droit, je te mets Valverde ou Cavaral s'il est apte. Parce que je sais que Valverde n'aime pas ce poste, mais je m'en fiche. Voilà. Les stats sont clairs. Quand il joue latéral, il est meilleur qu'au milieu.
une capacité physique à répéter les efforts sur 90 minutes, une intelligence de jeu quand même qui lui permet de se projeter sans laisser trop d'espace. Si Carvajal revient à 100%, on le remet. Sinon, Valverde ici, Valverde ne veut pas, qu'il se casse. Comme ça, au moins, on le vend et on achète un autre latéral droit parce que Trent Arnold ne reviendra pas cette saison. Ensuite, en défenseurs centraux, je vous mets Asensio et Essien, on n'a pas le choix. Hein. Militao et Rudiger sont blessés. Mais voici la règle. Formation intensive sur l'intelligence de jeu. Il faut les faire travailler, ces deux-là, Asensio et Essien. Du travail vidéo qu'ils n'aimaient pas avec Xabi, il le faut. Le travail sur le duel aérien, parce que franchement, à 2, 9 buts encaissés de la tête, c'est une honte. Surtout quand il y en a un qui fait 2 mètres. Et voilà, donc pour moi, dans la défense centrale, c'est Asensio et Essien, mais on va faire aussi une rotation avec les jeunes de la Castilla pour, voilà, leur permettre de se reposer et leur mettre aussi la pression. Si les jeunes jouent mieux qu'eux, voilà, ça va, voilà. D'ailleurs, Asensio, il vient de la Castilla, donc il comprendra. Ensuite, en latéral gauche, le titulaire indiscutable, ça va être Carreras. Et en rotation, je vous mets du Camavinga. Donc, Carreras, quand il est bon, il n'y a rien à dire. Si c'est bizarre, Camavinga, lorsque Carreras se fatigue, Camavinga, il est bon en latéral gauche. Ou quand on joue contre des petites équipes. Fran Garcia, il va rester en solution de dépannage. Donc voilà, ça nous fait déjà nos quatre défenseurs. Ensuite, je vous mets un double pivot. Tchouaméni, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, en fonction de qui est disponible, voilà. Tchouaméni récupère. Camavinga distribue, ou l'autre distribue et se projette. Les deux, là, ils arrivent à se compléter. D'accord? Donc, Ceballos peut entrer en rotation pour les matchs moins importants. Valverde peut même revenir dans le milieu si on a besoin d'impact physique. Mais voilà, double pivot. Il nous faut un double pivot parce qu'il faut qu'on récupère le milieu. Il faut qu'on soit bon dans le milieu. Ok? Ensuite, en meneur de jeu, je vous mets du Bellingham ou du Arda. Bellingham est titulaire parce qu'on connaît le Real, mais si et seulement s'il performe. Parce que s'il enchaîne mauvais match, Arda le remplace. Et Arda, avec ses passes décisives, mérite largement sa chance. Voilà. Ensuite, en ailier gauche, donc en milieu offensif central gauche, si on veut respecter, mais sinon c'est un ailier gauche, tu as Vinicius ou Rodrigo. Même logique, hein. Vini commence. Mais s'il ne défend pas, s'il fait la tête, s'il ne mouille pas le maillot, s'il n'est pas collectif, Rodrigo pas à gauche, Brahim rentre à droite, ou Arda même. Arda Güler peut aller à droite, mais Vinicius, tu t'assois. En ailier droit, de base, on a Rodrigo, ou Brahim pour remplacer, ou Arda, comme j'ai dit. Mastantuono en dépannage, mais Rodrigo est notre meilleur ailier, il faut le titulariser à droite. Et en avant-centre, tu as Mbappé ou Gonzalo Garcia. Oui, bien entendu. Gonzalo Garcia en alternative à Mbappé. Parce que les règles, elles sont claires pour moi. Si Mbappé ne presse pas pendant 3 matchs consécutifs, il va sur le banc. Point à la ligne. Gonzalo a marqué 3 buts en Liga cette saison et on a vu. Voilà. Donc, Mbappé, la place doit se mériter. C'est pas juste, je suis Mbappé, je suis Bellingham. La place doit se mériter. Donc, mon système de méritocratie, il est là. L'avant-centre ne presse pas pendant un match avertissement. Il ne presse pas 2 matchs de suite, bon pour le 3e match. Point à la ligne. L'ailier, qu'il soit gauche ou droite, il ne défend pas, il n'est pas efficace, même sanction, il s'assoit, on met quelqu'un d'autre. Tous les joueurs qui vont se plaindre publiquement de leur positionnement, banc de touche pour le prochain match. Et intégration obligatoire des jeunes. C'est important. Voilà. Et les résultats que je projette, si et seulement si ils appliquent ce que j'ai dit, on aura des stars qui vont se remettre en question, des jeunes qui vont apporter de l'énergie, parce qu'ils ont faim, ils ont la dalle, un équilibre défensif, voilà, parce que tout le monde va devoir venir défendre, parce qu'on attend à ce qu'on ait de la pression et de l'apport défensif, et le vestiaire va retrouver une hiérarchie basée sur le mérite et pas sur le nom. Vous comprenez? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer pour la version vidéo de mettre une image qui va représenter cette formation-là et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Par contre, il faut reconnaître la réalité institutionnelle du Real de Madrid. Hein. Vous croyez vraiment que Arbeloa va pouvoir mettre Mbappé sur le banc? Vous croyez que Pérez va accepter que son investissement de centaines de millions dans ses joueurs seront sur le banc pour des jeunes de la Castilla? C'est impossible. Arbeloa est là pour faire le bon soldat. C'est ce qu'il a toujours été, un soldat loyal, pas un leader, pas un révolutionnaire, il faut le dire. Et les premiers signes sont là. Depuis son arrivée, il n'y a rien qui a vraiment changé fondamentalement. Hein. Il classe les stars. Les mêmes problèmes persistent. Le Real fonctionne toujours sur le modèle des Galactiques depuis 20 ans, il faut le dire. On achète les plus grandes stars possibles, on les met sur le terrain et on attend que le talent fasse le reste.
Ça a fonctionné parfois, mais le football moderne, il a changé. Voilà. Comme Mbappé a dit, le football, il a changé. Xabi Alonso l'avait compris, il a essayé de changer les choses, il s'est fait éjecter en 233 jours. Voilà quoi. Est-ce qu'on peut imposer une méritocratie au Real? Pas sous Pérez, c'est clair. Tant que ce président-là va protéger les investissements au détriment de la performance collective, rien ne va changer. Tant que les joueurs sauront qu'ils peuvent se plaindre et être entendus, et que surtout aucun entraîneur n'aura d'autorité sur eux, ça va rien donner. Tant que le club va préférer vendre des maillots plutôt que de gagner des matchs, on continuera cette descente aux enfers. Il faut le dire. Et voilà. L'autopsie est terminée. Le Real Madrid, mon Real Madrid, celui que je supporte depuis l'ère Michel Salgado, est gravement malade. Pas un manque de talent, on a probablement un effectif le plus talentueux d'Europe. Un manque de caractère par contre, un manque de discipline, un manque de culture de l'effort. Je sais que cet épisode va peut-être faire réagir. Certains vont me dire que je suis trop dur, d'autres vont me dire que j'ai raison, d'autres vont dire que je dis que de la merde, je sais pas. Presque 50 minutes pour cet épisode. Peut-être que je vais le diviser en 2 parties. Je verrai ce qu'il en est. Et je finis avec des questions ouvertes pour tout le monde. C'est: est-ce que vous préférez un Real qui gagne avec des joueurs qui mouillent le maillot, ou un Real de stars qui accumule défaites mais remplit les caisses? Il y a ça aussi. Pour moi, la réponse elle est claire. Sur ce, c'était Rio. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vos retours dans les commentaires, ça compte énormément. Et à très bientôt pour le prochain débrief.